messieurs, pour ce nouveau numéro de votre magazine Femmes. Femmes, aujourd'hui, reçoit pour vous une jeune dame, Ange Kassongo Adiye. Elle est journaliste, elle est également auteure. Ainsi, nous allons ensemble découvrir ces autres facettes au cours de cette émission. Madame, Messieurs, bienvenue à vous, bienvenue également à notre invité du jour. Merci Feza. Alors, je le disais tout à l'heure, vous êtes licenciée à l'IFASIC, vous êtes également détentrice d'un diplôme de master à l'école de journalisme de Lille, auteur aujourd'hui. Est-ce que vous êtes satisfaite de tous ces titres ? Plutôt satisfaite des efforts que j'ai fournis, oui, pour être formée et être prête à affronter la vie professionnelle que j'affronte déjà depuis quelques années, mais en parallèle avec mes études. Vraiment, depuis quelques années, on a l'habitude de vous lire, surtout à travers les réseaux sociaux. Vous avez depuis un temps décidé de cocher quelques mots sur un livre, on va y revenir. Mais votre histoire avec les lettres, ça date de quand? Votre passion dans l'écriture, on sent quand même que vous êtes pointu, très détaillé avec des mots précis, surtout quand vous relatez. Ça date de quand? Alors, mon histoire avec les lettres, je pense, ça date des années où j'ai choisi de faire les études littéraires, l'option littéraire en troisième. Mais je pense que ça vient de mon père qui a fait des études. Il est licencié en philosophie et lettres. Et je pense que toute petite déjà, en le voyant lire et écouter la radio, parce qu'il n'y a personne dans ma famille qui a fait le journalisme, mais je pense que ça a été influencé par mon père. Mais ça a été poussé davantage lorsque je suis allée faire mes études en France. Et j'avais rencontré une dame, une journaliste aussi, qui elle aussi aime beaucoup écrire et lire. Et elle a pu pousser la porte que mon père avait légèrement ouverte quand j'étais gamine. Laquelle? La porte de la lecture et de l'écriture. Ah, ok. Oui. On le sent toujours en vous, mais c'est quand même une particularité parce que les tendances nous démontrent que les femmes sont plus à la télévision, les femmes sont plus sur ce qui est visible. Il y a moins des femmes qui sont dans la presse écrite. Mais vous en faites une exception. Est-ce que vous pouvez donner aussi ce goût-là à peut-être des jeunes filles qui sont à l'IFASIC, de pouvoir aussi faire la même chose si elles ont du talent? Exactement. C'est vrai qu'on trouve beaucoup de journalistes femmes à la télé, comme presse écrite. Et moi, depuis que j'étais à l'IFASIC, je pense que j'avais pris goût à la presse écrite parce que j'ai fait l'option presse écrite à l'IFASIC. Mais c'est parce que je trouve que dans l'écriture, on a plus de temps de raconter les choses. Okay. On a le temps de s'attarder sur les détails. Et moi, j'aime les détails. Et je pense que non seulement ça peut être une passion innée pour une personne, mais ça peut aussi se travailler. Les parents, les jeunes filles, je pense que l'on doit essayer de pousser nos jeunes sœurs qui sont encore à l'école de s'intéresser plutôt à l'écriture. Pas que je déteste la télé, mais je suis un peu impressionnée. Moi, les caméras, ça me fait un peu peur. Ah, on n'a pas l'impression que vous avez peur aujourd'hui. Ah bon? Ça coule à flot. Déjà qu'on a vu que vous êtes passé sur beaucoup de médias et que ça s'est bien passé, donc vous en avez l'habitude. Merci. Alors, après les lettres de Kinshasa, vous avez décidé de parler des femmes des Pakadjouma. Les femmes des Pakadjouma, c'est ce livre qui est sur le marché. On en parle un peu partout ici à Kinshasa. Pourquoi avoir choisi ce titre ou cette thématique? Pourquoi les femmes de Pakadjouma? Parce que, en tant que Kinoise, je sais ce que c'est que la réputation de ce quartier. Et en tant que Kinoise, et en tant que journaliste, je m'intéresse aux questions socio-politiques. Alors, je voulais un peu respirer, je ne voulais pas faire que traiter des questions politiques. On va peut-être en parler. Mais et c'est à ce moment-là qu'en 2017, j'avais posté une photo sur Facebook. Une photo, tout est parti de cette photo en fait. Une photo où je me suis posée devant Pakadjouma, l'entrée de Pakadjouma. Et j'ai écrit Nakei Pakadjouma. Donc je vais à Pakadjouma. Ok. Et il y avait une centaine de commentaires des différents internautes qui réagissaient, mais ça tournait toujours autour de la prostitution et des femmes. Ce qui n'est pas faux. Ce qui n'est pas faux, mais ce qui n'est pas exclusivement vrai aussi. Donc, en voyant ça, j'avais compris que je n'étais pas la seule à être intriguée par ce quartier et que beaucoup de Kinois s'est posé des questions, mais qui avaient aussi des a priori. En fait, en tant que journaliste, je m'étais juste dit, bon, j'ai le sujet qu'il faut en fait. Les gens se posent des questions et moi je peux partir
à Pacadjouma et raconter aux gens ce qui s'y passe réellement au lieu de s'arrêter aux a priori ou aux clichés sur Hormis la sur prostitution, Pacadjouma. qu'est-ce qu'il y a à Pacadjouma que vous avez découvert et que vous avez mis dans ce livre? Alors dans ce livre, il n'y a pas que la prostitution. Dans ce livre, c'est surtout l'objectif, c'est vraiment de casser les clichés qu'on a sur Pacadjouma. C'est pas de- facile, hein? C'est vrai que ce n'est pas facile, oui. Mais c'est ça l'objectif. Je pense que c'est un pas que j'ai fait et j'espère que d'autres pas vont suivre aussi pour dire que à Pacadjouma, je n'ai pas rencontré que les prostituées. Dans mon livre, effectivement, il y a des témoignages des prostituées, les anciennes et celles qui Qui assument. continue, oui, oui. Et qui assument. Mais j'ai rencontré des étudiantes. Ça, je m'y attendais pas en y Elle allant. quitte ce quartier-là pour aller à l'université. Oui. Et j'ai rencontré des étudiantes. J'ai rencontré une maman maraîchère, d'ailleurs, qui a vécu pendant longtemps à Pacadjouma et qui maintenant a décidé de rentrer à l'Équateur parce que son mari a vieilli et qu'elle aussi, elle va arrêter de faire l'agriculture. Et j'ai rencontré de jeunes femmes qui vendent du pain, qui essayent de s'en sortir. J'ai rencontré de jeunes femmes qui essayent de monter un petit salon de coiffure, là, à Pacadjouma. Donc ça veut dire qu'en y allant, c'est vrai que j'étais un peu influencée par les commentaires que j'avais lus, mais je ne voulais pas avoir des a priori. Je voulais vraiment y aller et connaître Passer du doigt à l'histoire la du réalité, quartier. tout à Voilà, fait. Mhm. voilà. Rencontrer le chef du quartier, par exemple, que j'ai pu rencontrer, qui m'a relaté aussi l'histoire du quartier. Et c'est tout ça pour moi qui est important À d'en parler. Pacadjouma, il n'y a pas que la prostitution, il y a aussi les songi-songi, j'ai vu. Oui, c'est l'un des chapitres de mon livre, Oui. Songi Songi à Pacadjouma, parce que j'y allais de temps en temps avec les membres d'une association, mais ces jours-là, j'étais seule et je voulais aller vraiment en mode incognito. Et j'ai pu parler avec les hommes de Pacadjouma. En fait, le chapitre Songi Songi à Pacadjouma, ce sont les hommes qui parlent des femmes. Ok. Et il y a des hommes qui me relatent comment certaines femmes, prostituées avant, mais qui se marient, mais qui créent un sorte de contrat avec leur mari, de manière à ce qu'elles continuent à être prostituées, mais que dans la soirée, à une certaine heure, le mari sait qu'à ce moment-ci, ma femme n'a plus personne à la maison, je peux rentrer. Mais ce sont des avis, hein, c'est ça la rumeur, les songi à Pacadjouma. Je pensais que c'était important de mettre dans le livre pour avoir aussi la perception des hommes aussi Ok. sur les femmes de Écrire Pacadjouma. sur Pacadjouma, c'est bien, mais qu'est-ce que vous vous attendez justement après que les gens aient palpé du doigt aussi cette réalité que vous décrivez dans ce livre? Vous vous attendez à quoi? Écrire sur les femmes, sur les femmes de Pacadjouma, je m'attends à ce que les gens disent Pacadjouma, ce n'est pas seulement le fief des prostituées. Je me mets dans la peau de cette étudiante que j'ai rencontrée. Elle est étudiante en droit et qui me disait je n'avais même pas besoin de réfléchir quand j'ai choisi de faire le droit parce qu'il n'y a qu'à voir où l'on vit, comment l'on vit pour comprendre qu'on a on a besoin des gens qui parlent pour nous, qui portent notre voix. Et cette phrase-là m'avait beaucoup touchée. Je me suis dit, elle disait aussi, je ne peux pas dire aux amis à la fac C'est ce que je j'allais vous vis à poser comme Pacadjouma. question. Est-ce qu'elle est fière de dire qu'elle habite Pacadjouma? Non, pas du tout. Elle n'est pas fière parce que pour les gens, Pacadjouma, c'est la prostitution. Et quel est le regard des hommes, des garçons sur moi? Et pour moi, ce livre, c'est déjà faire un pas pour dire aux gens que Pacadjouma, ce n'est pas que la prostitution. Que les habitants de Pacadjouma sont avant tout les Quinois et les Quinoises qui veulent être vus comme étant Quinois et pas que Pacadjouma, comme si c'était un monde à part, hein, comme si c'était pas Kinshasa. Non. C'est vraiment casser aussi les clichés. Que l'on apprenne, par exemple, qu'il y a des étudiantes à Pacadjouma, il y a des familles à Pacadjouma, il y a des maisons modernes à Pacadjouma. Ça, pour les gens, je pense que c'est nouveau. Mais à la fois, c'est intéressant pour moi, en tant que journaliste qui s'intéresse aux questions de société, non seulement de me faire plaisir avec les mots, de partager les mots, mais aussi de participer à cette construction positive d'un quartier qui Oui, est un il ne peu... suffit pas seulement de le dire Ange, mais il faudrait que des actions soient posées justement pour que cette image soit redorée. Si aujourd'hui rien n'est fait, au-delà de ce que vous avez écrit ou décrit, je crois que l'image restera ancrée à jamais dans la tête de la population que Pacadjouma, c'est le fief de la prostitution. Il faudrait changer la donne, c'est-à-dire que
est-ce qu'il y a des actions ou des ONG avec lesquelles vous pouvez travailler pour que la réalité soit perçue autrement? Par exemple, moi, je suis allée à Pacadjouma à travers une association, les Ailes du Cœur, que j'avais contactée parce que l'on disait aussi que c'était très dangereux d'aller à Pacadjouma Seul, oui. seul. Donc j'ai dû passer par une association. J'ai dû avoir des autorisations du service de renseignement. Et à partir de cette association, parce que cette association organise des formations avec les jeunes filles. Par exemple, quelques jours avant mon arrivée, ils avaient organisé une formation sur comment porter plainte en cas de viol. Ok. Et il y a des associations qui viennent en aide aussi pour expliquer à la jeune fille, parce qu'il y a beaucoup de jeunes filles qui sont mères là-bas. Alors pour expliquer les contraceptions, hein, les méthodes de contraception aux jeunes filles. Donc il y a différentes associations qui s'intéressent déjà à la situation des femmes, mais aussi des enfants, il faut le dire, à Pacadjouma. Ok, et comment justement, en faisant votre analyse, qu'est-ce qui est à la base de cette prostitution qui, au fil des ans, reste toute une réputation de tout un quartier, hein? Oui. C'est quoi, la pauvreté? Il y a la pauvreté déjà. La pauvreté, et quand tu dis il faut des actions, justement, on ne peut pas vaincre seul la pauvreté. Et aussi, je sais que pour vaincre la pauvreté, on n'a pas seulement besoin de poser des gestes de charité, mais des actes de justice, parce que tout le monde a droit à vivre en paix ou sans être vraiment dans la précarité. Pour revenir à ta question, je pense que, et ça j'en ai parlé avec le chef du quartier d'ailleurs, il y a l'exode rural qui n'est pas très bien géré. Oui. La mégestion de l'exode rural. Il y a aussi les expulsés des Brazzaville, de l'opération Batabakolo, qui se sont retrouvés à Pacadjouma. Oui, j'en ai rencontré aussi des jeunes filles. Hein. Donc il y a l'exode rural, il y a des jeunes qui viennent de l'Équateur, des jeunes femmes qui viennent s'installer. Et puis il y a le désordre qui s'installe avec la police, parce que c'est la police qui est censée organiser comment les petites maisonnettes là sont installées. Mais si la police, pour quelques billets de francs congolais, n'arrive pas à bien organiser les choses ou se laisse corrompre pour donner des places à certaines personnes qui n'ont pas le droit d'être là, bah c'est tout ça qu'il faut organiser. La police, l'exode rural, et puis tous ces gens, les refoulés qui n'ont pas trouvé des places ailleurs et qui se retrouvent à Pacadjouma. Donc il y a la pauvreté et la précarité. Et je pense que certaines filles se sont adonnées facilement à la prostitution. À la prostitution, tout à fait. Et dans tout ça, il y a le rôle de la femme qui a toujours été mise en exergue, justement, par rapport à l'éducation. La plus belle femme ne donne que ce qu'elle a, dit-on. Exactement. Et je crois que... Est-ce que vous pensez que la femme de Pacadjouma joue un rôle pour que les enfants qui sont nés dans cet environnement-là ne vivent pas ce qu'elles ont vécu? Ça dépend des femmes et ça dépend de ce que font ces femmes-là. Dans mon livre, il y a le témoignage d'une jeune femme que j'ai rencontrée qui est prostituée, mais qui ne se prostitue pas à Pacadjouma. Elle va se prostituer sur la place Victoire. D'abord, elle dit que là-bas, elle gagne plus qu'à Pacadjouma, mais aussi parce que normal. Oui, et aussi parce que elle a 4 enfants déjà, et elle dit qu'elle peut pas, elle ne veut pas que ses enfants soient au courant de ce qu'elle fait. Donc ça veut dire elle sait que elle est consciente que ce qu'elle fait c'est mal. Et elle veut pas que ses enfants apprennent, que ses enfants fassent la même chose. Donc du coup elle va le faire loin. Donc ça, peut-être, c'est une sorte de conscience ou d'éducation qu'elle veut donner à ses enfants. Après, je pense qu'il y a aussi un rôle à jouer, que ce soit avec le chef du quartier ou les autorités locales déjà. Hein. Parce que si l'on remonte à l'histoire de Pacadjouma, selon l'histoire que le chef du quartier m'a racontée, c'est parti d'un salongo spécial organisé par... l'ancien gouverneur Bosé Kota, oui, à l'époque. Parce qu'il voulait justement que l'on nettoie sociologiquement le quartier. À l'époque, c'était inhabité, mais les voyous venaient s'installer, c'était comme une petite forêt, et les gens venaient s'installer pour voler, pour faire des crimes. Et du coup, en organisant le salongo spécial, ça avait permis non seulement les nettoyages sociologiques, mais aussi
de vider l'espace avec la forêt. Et c'est à partir de ce moment-là que certaines personnes... Voilà, les gens ont commencé à s'installer. Donc ça veut dire qu'il était interpellé parce qu'il apprenait par la presse que Pacajuma devenait dangereux. Et pour soigner son image, il s'est dit non, je dois essayer d'initier des choses pour que ça change. Donc aujourd'hui, c'est la même chose. Les autorités locales peuvent aussi penser que ce soit le gouverneur le chef de la commune de Limete, par exemple. Parce que oui, c'est dans la commune de Limete. Pacajuma, c'est un quartier dans la commune de Limete. C'est possible de réfléchir, qu'est-ce qu'on peut faire? Tout à fait. L'idéal, c'est de pouvoir justement épargner les générations à venir à ce mauvais cliché qui, du reste, il regorge une certaine part de vérité. Mais Ange Kasungadi, aujourd'hui, vous avez écrit, n'y a-t-il pas un fossé entre ce que vous avez, en fait, les lettres, ce que vous avez mis ici, les lettres, et ces femmes qui sont à Pacajuma, sont-elles au courant que vous avez écrit quelque chose? Est-ce qu'elles ont pris l'initiative, ou est-ce que vous-même avez pris l'initiative d'aller vers elles? Voilà les résultats de toutes mes venues ici, ce que j'ai pu produire. Est-ce elles sont fières, en fait, qu'on parle d'elles dans ce sens? Je suis allée rencontrer le chef du quartier, Pacajuma, qui m'avait reçu donc l'année dernière. Oui. Et une infirmière qui m'avait servi de guide, disons, de point focal pour rencontrer toutes ces jeunes femmes. Je leur ai présenté le livre. J'étais contente et assez honorée de voir le chef du quartier présent, donc disons son adjoint, présent lors du vernissage du livre à l'IFASIC. Oui. Ça m'avait beaucoup encouragée parce que c'était pour moi important qu'au-delà de ma démarche, l'année dernière quand j'allais à Pacajuma, elles étaient méfiantes, mais aussi le chef du quartier. Mais ce qui rassurait, c'est que déjà, je n'avais pas de caméra, je n'avais pas d'appareil photo. Et aussi parce que j'avais expliqué mon projet. Et je suis satisfaite parce qu'eux aussi, ils ont compris que je n'ai pas menti par rapport à ce que je voulais faire. Ma démarche, c'était vraiment de parler de la perception des habitants de Pacajuma sur leur bidonville, pour casser les clichés de la perception des Quinois sur Pacajuma. Ah oui, en parlant justement de cette perception, vous êtes partie aussi d'une histoire d'Ophélie qui vit à Lille, c'est ça? Oui. Mais née à Pacajuma. Oui. Ça veut dire qu'à Pacajuma, il n'y a pas que des prostituées, il n'y a pas que ce qui est négativement perçu par nous qui vivons en dehors de Pacajuma. Est-ce qu'elle-même, Ophélie, se sent fière d'appartenir à cette petite communauté? Alors, je ne sais pas si vous allez être déçus, mais Ophélie, c'est un personnage fictif que j'ai créé parce que ma démarche était journalistique à la base. Mais après avoir discuté avec les gens à Pacajuma, je voulais protéger mes sources. Je ne voulais pas citer des noms. Je voulais pas... Mais y a-t-il pas un personnage qui ressemble réellement à Ophélie dans ce quartier? Non, il n'y a pas de personnage qui ressemble à Ophélie. Quoi de plus normal qu'on puisse vous coller ce personnage? Je pense. Je pense que c'est normal que l'on confonde Ophélie et moi. Mais c'est vrai qu'il y a des ressemblances. Parce que j'étais à Lille, je suis venue à Paca. Et à la base, le livre était écrit en mode jeu. C'était moi qui racontais. Et puis, je me suis dit, bon, je veux protéger certaines personnes qui ont osé me dire, par exemple, des vérités sur l'implication, par exemple, de la police sur les vols. Et donc, j'ai créé Ophélie. Une journaliste ne brûle pas ses sources. Voilà, j'ai créé Ophélie pour avoir plus de liberté, de les raconter et de dire ce que l'on m'avait dit. Donc c'est Ophélie qui rencontre ces jeunes femmes, mais Ophélie, ce n'est pas moi. Ophélie, c'est un personnage que j'ai créé, ça m'a permis d'aborder différents sujets avec Ophélie. Oui. Et ça a marché, le personnage a bien incarné son rôle. Tout ça nous pousse un peu à parler de la jeune fille. En tant que journaliste, c'est vrai que vous êtes dans le socio-politique, mais la femme aujourd'hui rencontre beaucoup de difficultés liées justement à ce mauvais cliché qu'on lui donne, qu'on lui colle. Alors que ce n'est pas ça réellement sa vie, ce n'est pas ça réellement ses ambitions, ce n'est pas ça réellement ce qu'elle veut d'elle-même. En tant que journaliste, en tant qu'étudiante, ancienne étudiante de l'IFASIC, qu'est-ce que vous attendez réellement d'abord de la femme elle-même congolaise par rapport à son image?
L'image de la femme s'est construite par elle-même d'abord. Tant que l'on est sûr ou conscient de qui l'on est, ça permet d'être forte quand le vent ou les rumeurs nous parviennent ou se trament sur nous. On vit ça surtout les journalistes. Telle journaliste, si elle est là, c'est grâce. Même pas les journalistes, même la femme dans la société. On veut chercher des prétextes ou des raisons pour justifier, oui, elle est là grâce à ça. Mais nous, les femmes, tant que l'on est consciente que d'abord, il faut se former. Il faut se former. La jeune fille, c'est très important. La jeune fille doit se former pour être compétitive. La jeune fille doit se former pour ne pas être complexée dans les milieux professionnels devant un homme, une femme et un homme, c'est pareil. On ne forme pas une femme, on forme des journalistes, on forme des professionnels. Donc, la femme doit se former pour avoir des outils, pour mieux se défendre dans la société. Parce qu'il y a beaucoup de défis à relever, non seulement en tant qu'être humain, mais surtout en tant que femme. Et c'est grâce à la formation et aussi c'est forger une certaine personnalité pour que l'on soit respecté. Et je pense qu'à travers ça, la femme peut aller au-delà et surtout être à la hauteur, quelles que soient les flèches, des rumeurs ou des flèches de tout ce qui peut essayer d'être présenté comme des pots de bananes sur notre route professionnelle. Tout à fait. Et c'est un grand défi pour nous en tant que femmes de pouvoir nous mettre justement au même diapason que les hommes, parce que les hommes, ils sont déjà très avancés. Ils se forment, ils évoluent normalement, pas très en solo comme nous. Par contre, les femmes, on dit toujours qu'entre nous, par moments, ça ne marche pas. Ange a écrit un livre, dis donc, c'est quoi ça? Qu'est-ce qu'elle a mis encore dedans? Je ne pense pas qu'elle soit à la hauteur. On se critique un peu beaucoup entre nous, les femmes, alors que les hommes, ils sont là à réfléchir pour donner un peu plus. Et en parlant justement de la femme congolaise, on nous reproche de ne pas beaucoup lire. Est-ce que vous avez la même appréhension? Non, je n'ai jamais d'appréhension par rapport à la femme. Parce que pour moi, la femme et l'homme, c'est pareil professionnellement. À part dans les ménages. Les ménages, c'est l'homme qui est le chef. Mais comme ça, dans la société, non. Je trouve que les femmes, elles lisent autant, elles sont instruites, surtout au Congo, à Kinshasa. Je trouve qu'il y a beaucoup de femmes qui sont instruites, beaucoup de femmes qui aujourd'hui occupent des postes de décision. C'est une fierté. Les consommateurs de packaging, on va faire un petit exercice. Qui ont le plus acheté ou qui se sont le plus procuré ce livre, les femmes ou les hommes? Vous avez une estimation? Non, je n'ai pas d'estimation, malheureusement. J'aurais bien aimé. Mais je pense que beaucoup de femmes, j'ai vu beaucoup de femmes au vernissage du livre. Oui, j'allais aussi le dire. Oui, il y avait beaucoup de femmes au vernissage du livre. Et je pense que les femmes m'ont soutenue, surtout Ali Fassik et quelques-unes de journalistes aussi. J'ai senti vraiment qu'elles étaient fières de dire « Ah ben voilà, enfin... » J'ai vu même quelqu'un dire « Oh, mais les journalistes femmes au Congo n'écrivent pas souvent, c'est bien, c'est encourageant. » Et je pense que je ne suis pas la première ni la dernière à le faire. J'encourage vraiment J'ai parlé aux étudiantes, je vous encourage à écrire et je suis disponible pour celles qui voudront qu'on emprunte ensemble ce schéma. Un accompagnement, un mentorat ou un coaching? Pas un mentorat, pas un coaching, mais des conseils, pourquoi pas. Ok. Oui. Vous-même, vous avez des repères par rapport à ce que vous faites aujourd'hui? Ça nous manque aussi par moments. Des gens qui vous inspirent le plus, des gens qui vous motivent, des gens qui vous servent des modèles. Vous en avez? Je disais au début, je parlais d'une dame qui a poussé les portes de l'écriture que mon père avait légèrement ouvert quand j'étais petite. C'est Ariane Poissonnier, c'est une journaliste française qui est à Paris et qui, pour moi, c'est mon mentor dans ce métier. C'est vrai que quand j'étais petite, je voyais les grandes dames, nos aînés à la télé. Mes repères au Congo, c'était des femmes de télé. C'était Marie-Ange Mochebekwa, c'était Chantal Kanyembo. Mais je n'ai pas fait la télé. J'appréciais leur travail. Mais moi, j'ai fait le choix de faire la presse écrite. Mais ce qui est bien avec mon mentor, celle qui
pour moi et me soutient depuis que je suis journaliste, qui me donne des conseils, qui m'offre des livres, qui me corrige, qui suit de près tout ce que je fais, c'est que elle aime lire. Elle a aussi déjà écrit un livre, donc voilà. Il vous est arrivé à un certain moment de vous décourager, de vous dire mais ben là je suis fatiguée, j'arrête, je ne vais plus écrire, c'est difficile, c'est compliqué? Bien sûr. Et qu'est-ce qui vous a reboosté? La détermination. La détermination, et j'avais tellement hâte de réaliser ce projet et j'étais restée déterminée. Mais je ne l'ai pas écrit en 2-3 mois, non. Non. J'étais à Pacajuma entre mars et mai 2018 et le livre a été publié en avril 2019, donc presque un an. Donc voilà. Le prochain titre? Le prochain titre? Oui, on peut déjà le connaître si il est en vue. Si la maison d'édition ne change pas, ça sera sur la campagne électorale sur les réseaux sociaux. Ah, vous revenez sur la politique? Oui, je vais quand même revenir. Vous revenez sur la politique parce que vous aimez la politique, parce que ça vous intéresse. Pourquoi? Parce qu'il faut s'intéresser à la politique, sinon de toutes les façons, elle s'occupera de nous, sinon on ne s'intéresse pas. En tant que journaliste, les questions de société m'intéressent, mais aussi et surtout la politique. On a senti quand même qu'il y a eu une donne particulière pour ces élections avec les réseaux sociaux. Oui. Ce n'était pas aisé pour les politiciens également, ni pour nous les consommateurs. Oui. Et encore moins les journalistes qui utilisent aussi les réseaux sociaux pour communiquer. Vous allez revenir sur tout ça? Je vais revenir sur ça. Je vais revenir de la manière dont les politiques ont communiqué sur les réseaux sociaux pendant la campagne électorale et quelques-uns de leurs proches aussi. Et pas vraiment les journalistes, mais je reste vraiment sur les 3 principaux candidats à la présidentielle. Je ne veux pas trop m'étaler là-dessus, mais c'est déjà en édition, j'ai déjà fini de l'écrire. Et je pense que c'était la première fois, en tout cas, les élections en 2011, il y avait moins d'engouement sur les réseaux sociaux. Oui. Cette année, enfin disons l'année dernière, il y avait vraiment la présence, les gens s'exprimaient. Donc les manifestations qui étaient interdites dans les rues de Kinshasa, les gens avaient la liberté d'écrire sur les réseaux sociaux. Donc au point d'en abuser aussi. Oui, d'en abuser, oui, c'est vrai. Donc c'était vraiment the place to be pendant la campagne électorale. Et moi, j'ai trouvé que c'était intéressant d'exploiter ça. Je pense que ça va faire réfléchir aussi à beaucoup d'entre nous, je vais généraliser, sur comment l'on communique sur les réseaux sociaux. L'apport justement de ces réseaux sociaux dans le journalisme, c'est quand même un couteau à double tranchant. De la même manière qu'on est informé rapidement, de la même manière il y a des fake news. Ça, c'est vraiment une question générique que je vous pose en tant que journaliste. Qu'est-ce que vous conseillez à ceux qui utilisent les réseaux sociaux en tant que journaliste, justement, comment s'y prendre? Bon, en tant que journaliste sur les réseaux sociaux, c'est vrai que ça dépend. Des fois, on est journaliste chroniqueur. On ne peut pas s'empêcher de ne pas commenter l'actualité. Mais je pense qu'on peut éviter déjà des fake news. Je vois que sur les réseaux sociaux, beaucoup de gens font du copier-coller sans vérifier l'information, sans être sûr que cette info est vraie. Les journalistes, ça arrive. Ça discrédite. Ça discrédite, voilà. D'autres personnes, oui, tout à fait. C'est pas très intéressant en tant que journaliste. Moi, le factuel, à un moment, ça me fatigue parce que ça devient comme une série télévisée. Par exemple, Moïse Katumbi arrive à Lubumbashi, X a réagi par rapport à cette arrivée, Y a... Moi, j'aime prendre du recul. Oui. Et ensuite, faire des analyses un peu plus profondes. Voilà, mais ça aussi, ça dérange parce que les analyses, c'est subjectif. Les analyses, c'est la vie d'une personne. Il faut les respecter. Mais en tant que journaliste, presse écrite, il y a par exemple les éditos. Là, s'engage toute la rédaction. Mais en dehors des éditos, il y a les chroniqueurs qui aiment écrire, qui aiment analyser. Et donc, je pense qu'il y a ce respect-là d'abord, des avis des uns et des autres. Mais en tant que journaliste, si l'on choisit soit de rester sur le factuel, que l'on soit sûr de ce que l'on communique. Tout simplement. L'émission tend vers sa fin. Je crois qu'on aura peut-être l'occasion de parler d'autres choses prochainement. Pourquoi pas de votre prochain ouvrage. Si il vous faille dire un mot pour clôturer, qu'est-ce que vous allez dire à tous ceux qui nous ont suivis? Je vous remercie déjà. Je te remercie, Faiza, je te tutoie parce que tu es une amie. Merci. Je te remercie de ce soutien, de me recevoir à ton émission. Et j'encourage toutes les femmes
Et les femmes journalistes en particulier, de s'adonner à l'écriture, d'écrire, de partager des expériences, des reportages. Pourquoi pas carnet de voyage, des différents reportages qu'on a eu à effectuer. Pourquoi pas raconter comment on a vécu la campagne électorale. Se réunir par exemple à 5 en se disant bon, on est 5 journalistes dames, on va raconter comment on a vécu la campagne électorale. Ces genres de projets, ça va être très intéressant. Et je pense que... J'allais te poser la question comme un internaute. Ange Kassongwadi, comment on écrit un livre? Ça serait facile, on allait déjà écrire Oui. nous toutes. Hein. Oui. Ça serait facile, on l'aurait déjà fait. C'est pas aisé facile. pour tout le monde d'écrire. Peut-être de raconter, oui, quelqu'un d'autre écrit. Ça aussi, on n'a pas ces genres de personnes ici. Quelqu'un raconte et une autre personne écrit, alors que sous d'autres cieux, ça arrive. Oui, moi, je peux raconter ma vie et comme vous avez la facilité d'écrire, vous écrivez. Quand tu seras prête, je suis disponible. Comme ça, on fera un livre entretien. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup, Ange, Merci, Feza, d'avoir répondu à nos questions. Le livre, pour ceux qui veulent lire, découvrir Paka Djouma sous sa réelle facette, où est-ce qu'ils peuvent s'en procurer? Alors, le livre était disponible jusque-là sur Rotana, Kin Plaza. Il y a une petite librairie, Rotana, aussi à l'hôtel du Fleuve. Sauf que le stock est fini. Et donc, je dois rentrer et ensuite envoyer d'autres stocks. Mais sur Amazon aussi? Sur Amazon, il y en a, oui. En ligne, vous pouvez Amazon. trouver Les femmes de Paka Djouma. C'est un récit de Ange Kassongo. Alors, n'hésitez pas de le lire. Il est intéressant. Vous êtes à Kinshasa, mais vous ne savez pas réellement ce qui se passe à Paka Djouma. Ange Kassongo Adie a pu raconter la vraie vie des femmes de Paka Djouma dans ce livre de 107 pages, hein, si je ne me trompe. Oui, je pense autour de 107. 107 pages, oui. Alors, mesdames, messieurs, n'hésitez pas de le lire pour vous permettre justement d'avoir une bonne image de ce quartier chaud de Kinshasa. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à Ange. Merci, Feza. À très bientôt. Merci.